Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un site WordPress de A à Z. On utilisera également le constructeur de page Elementor pour pouvoir créer des designs professionnels sans coder et très facilement. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et la première étape pour créer notre site, ça va être d'installer WordPress sur un hébergeur afin qu'on ait un nom de domaine et que notre site soit accessible en ligne. Comme hébergeur, il en existe plusieurs. Il y a par exemple OVH, O2Switch ou encore Yonos. Et c'est ce dernier que je vais vous recommander, Yonos, puisque vous pouvez voir qu'on a une offre très intéressante à partir de 1 € hors taxe par mois. Avec cette offre, vous allez avoir votre hébergeur, votre nom de domaine. Et donc, ça veut dire que les seuls frais que vous aurez à payer pour avoir une version complète de WordPress, c'est seulement 1,20 € par mois. Donc, quand on débute, c'est parfait. On n'a aucun budget à investir. On a juste 1 € par mois à payer pour avoir vraiment la version complète de WordPress installée sur un nom de domaine. Donc si ça vous intéresse de passer par cet hébergeur, je vous mettrai le lien en description. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à arriver sur la page d'accueil, cliquer sur J'en profite. Ici, on arrive dans les différents packs de l'hébergement WordPress. Donc si je descends, on peut cliquer sur Voir les packs. Et vous voyez qu'on a l'offre essentielle à 2,40 € puis à 4,80 € TTC par mois. Ensuite, on a cette offre à 1,20 € puis à 8 € par mois au bout d'un an. Et on a quelques différences. Donc là, on a 25 Go de stockage contre 100 Go. 25 Go, c'est largement suffisant pour un site WordPress. La seule différence ici qui va être importante, c'est qu'on a une seule boîte mail, tandis qu'ici, on peut en avoir 5. Donc, si vous êtes plusieurs à travailler sur le site ou que vous voulez créer plusieurs adresses mail, si vous prenez cette offre, ensuite, il va falloir payer un supplément pour créer des adresses mail secondaires. Ensuite, au niveau des performances, ça sera exactement les mêmes pour les deux offres. Donc, c'est surtout au niveau des boîtes mail que ça peut être intéressant. Et le nombre de bases de données également qui est différent. Ça va être utile si vous souhaitez créer des sous-domaines. Mais 2 bases de données, c'est suffisant pour avoir votre site, c'est-à-dire par exemple yonos.fr et un seul sous-domaine. Ça va être un mot-clé, par exemple mon sous-domaine.votredomaine.fr. Donc là, ça va être utile si vous voulez créer de seconds sites rattachés au domaine principal. Bon, c'est dans des cas particuliers. Moi, dans mon cas, là, je vais prendre l'offre essentielle. Ici, on va pouvoir sélectionner notre nom de domaine, c'est-à-dire l'URL de notre site. Donc, il va falloir prendre un nom de domaine qui est disponible. Moi, je vais marquer un nom de domaine au hasard. Vous, je vous déconseille de mettre des chiffres dans votre nom de domaine. Moi, c'est juste pour qu'il soit disponible et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je clique sur Rechercher. Et vous pouvez voir que le nom de domaine est disponible. Je peux cliquer sur Ajouter, puis sur le bouton Continuer en bas à droite. Ensuite, je clique encore sur Continuer. Là, on a le récapitulatif de la commande. Je clique sur Continuer. Et là, soit vous payez directement avec PayPal, soit vous créez un compte client chez Yonos. Et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez validé le paiement, vous allez vous retrouver sur cette page. Et nous, on va donc choisir Créer un site web. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet Solutions professionnelles. Et ici, on peut voir qu'on a WordPress. On a juste à cliquer sur Suivant. Et ici, on va devoir donner un titre à notre site web. Ce titre, il va apparaître dans l'administration de WordPress. Ce n'est pas un titre public. Ou bien il va apparaître sur votre site à la place du logo si vous n'importez pas de logo. Mais voilà, ce n'est pas un titre important et surtout vous allez pouvoir le modifier par la suite. Ça n'a rien à voir avec l'URL de votre site. L'URL de votre site a déjà été défini précédemment quand on a choisi le nom de domaine. Là, par exemple, je vais marquer mon site de test et je vais créer le site web. Ici, on va devoir définir les accès à l'administration de WordPress. C'est important de mettre des identifiants et un mot de passe sécurisé avec des majuscules, des lettres et des symboles. Moi ici, je vais marquer EasyWP22 et définir un mot de passe. Ensuite, on coche cette case, on clique sur Suivant. On va choisir la version basique de WordPress. Ici, c'est pour avoir les mises à jour automatiques et d'autres recommandations en plus. Mais moi, je vous conseille de prendre WordPress basique. On va sélectionner notre nom de domaine. Moi, vous pouvez voir que c'est un sous-domaine puisque j'ai déjà une installation de WordPress sur mon domaine principal. Donc là, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je vous disais que ça pouvait être utile d'avoir plusieurs sous-domaines avec plusieurs bases de données dans l'offre pro. Donc là, moi, je sélectionne mon sous-domaine et je fais affecter un domaine. Et voilà, Yonos est en train d'installer WordPress sur mon hébergeur et d'ici quelques minutes, je pourrai accéder à mon site. Et voilà, notre site est en ligne. Maintenant, j'ai juste à cliquer sur modifier le site web et j'arrive bien sur le panneau de connexion de WordPress. Je mets les identifiants que j'ai définis précédemment, mon mot de passe et je coche cette case pour être connecté à chaque fois que je viens. Je clique sur se connecter. Ici, je vais passer l'assistant de configuration Yonos. On va continuer sans Jetpack et on arrive sur le tableau de bord WordPress. Quand on arrive, on a beaucoup d'informations, beaucoup d'onglets. Vous allez voir que vous pourrez très facilement le prendre en main. C'est assez intuitif et vous arriverez rapidement à vous repérer. Juste avant de vous présenter les différents onglets, si ça ne se passe pas comme moi dans la vidéo, que vous avez des étapes
qui ne marche pas comme prévu, eh bien, je vous invite à directement contacter le support client d'Ionos. Vous avez juste ici à cliquer sur le téléphone et vous aurez le numéro avec votre identifiant client et vous allez voir que le support est très réactif. En quelques minutes, vous aurez quelqu'un au téléphone qui pourra vous aider. Donc là, si vous avez moins de problèmes un jour avec votre site ou votre hébergement, vous pourrez contacter le service client Ionos. Je vais fermer ces deux fenêtres et on va se retrouver sur le tableau de bord de WordPress. Ici, on arrive sur la page d'accueil. Ça présente différentes informations. On a beaucoup d'informations qui ne sont pas intéressantes, donc on peut enlever certains blocs. Pour cela, on va ici dans Options de l'écran et on va enlever les différents blocs. On va laisser par exemple juste d'un coup d'œil. Et là, ça va nous marquer le nombre d'articles, de commentaires et de pages. Ça, c'est un encart qui est généré par Ionos puisque par défaut, on a une extension qui est installée. Nous, on va la désactiver parce qu'elle n'a aucune utilité. Donc, on la désactivera juste après. Ici, on a le panneau mise à jour. Et bien, c'est là que vous allez pouvoir mettre à jour vos thèmes, vos extensions et WordPress. Articles, c'est si vous voulez créer une section blog. Et bien, vous allez pouvoir rédiger vos articles juste ici. Ensuite, on a médias, ça c'est tout ce que vous allez importer sur WordPress, c'est-à-dire vos images, vos PDF et tout type de fichiers. Vous pouvez vraiment importer ce que vous voulez. Par contre, pour les vidéos, vous pouvez les importer, mais je vous déconseille de le faire puisque ça va ralentir votre site. Il vaut mieux les héberger sur YouTube, par exemple, et ensuite intégrer directement YouTube à votre page. Ensuite, on a page. Donc là, la différence entre page et article, c'est que page, ça va être du contenu figé et c'est vos pages, vos différentes sections de votre site, par exemple accueil, nos services, contact, à propos. Ça va être différent des articles de blog qui, eux, vont être plutôt de l'actualité, du contenu que vous allez rédiger. Et il va y avoir une certaine hiérarchie dans vos articles, par exemple si vous créez plusieurs catégories, tandis que dans les pages, il n'y a aucune hiérarchie, c'est tout au même niveau. Ensuite, on retrouve ici la section commentaires pour vos articles de blog. Assistant, c'est le plugin de Ionos qu'on va désactiver par la suite. Apparence, c'est tout ce qui concerne le design de votre site. Ensuite, extension, ça c'est des petites applications qu'on va pouvoir installer sur notre site. C'est également appelé plugin et c'est ça qui fait vraiment la richesse de WordPress, puisque dès que vous voulez ajouter une fonctionnalité à votre site, vous allez pouvoir installer une extension, qu'elle soit gratuite ou payante, et ça va ajouter cette fonctionnalité très rapidement. Compte, c'est les différents comptes qui seront créés. Pour l'instant, il y a juste le compte administrateur. Outils, on ne verra pas dans cette vidéo puisque c'est un peu plus poussé. Et pareil, on verra quelques réglages, mais on ne verra pas tout en détail puisque la plupart des réglages par défaut nous conviennent. Ensuite, si je veux visiter mon site, c'est très simple, je peux aller ici et cliquer sur « Aller sur le site ». Et là, j'ai la version de base de WordPress avec un thème qui a déjà été installé et des pages très simples. Et ici, je peux revenir sur le tableau de bord en cliquant sur le petit raccourci juste ici. La première chose qu'on va faire, c'est installer un thème qui va gérer l'apparence de notre site. Pour cela, on va dans Apparence, Thème. Et là, vous pouvez voir que j'ai le thème 2022 qui est installé par défaut. C'est le thème par défaut de WordPress. Nous, on va ajouter un thème qui est très populaire et qui est gratuit et qui permet vraiment de personnaliser votre site et créer tout type de site, que ce soit blog, site vitrine ou site e-commerce. Ce thème, il est juste ici, c'est Océan WP. Donc, on va cliquer sur Installer, puis Activer. Moi, c'est le thème que je vous recommande fortement. Selon moi, c'est les meilleurs thèmes gratuits sur WordPress qui offrent le plus de possibilités de personnalisation. Mais si vous voulez installer un autre thème, vous pouvez très bien cliquer ici sur Ajouter et faire un tour sur la bibliothèque de thèmes. Vous voyez qu'on a différents onglets. Vous pouvez aller par exemple dans Populaire pour voir ceux qui sont le plus installés. On a Astra également qui est connu et j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse de voir les différents thèmes, vous pouvez aller dans la playlist thèmes de ma chaîne YouTube et voir les différents thèmes que j'ai présentés. Nous, on va rester sur Océan WP et déjà si je vais sur mon site, vous pouvez voir que l'apparence a changé, ma page d'accueil est différente et on verra tous les réglages un peu plus tard dans la vidéo. On va retourner sur le tableau de bord et maintenant on va installer les extensions indispensables. Pour cela, c'est très simple, on va dans Extensions, Ajouter. Et là, comme pour les thèmes, on arrive à une bibliothèque. Et là, on a une bibliothèque d'extensions. La plupart qui sont ici sont gratuites. Et vous pouvez aller dans Populaire et voir les différentes extensions. À chaque fois, lire la description pour voir quelles sont les fonctionnalités qui sont proposées. Et donc, vous pouvez découvrir comme ceci les extensions. Avant d'en installer une, faites attention à ce qu'elle soit mise à jour récemment et compatible avec la version de WordPress. Même si c'est marqué non compatible avec votre version de WordPress, vous pouvez quand même l'installer. Dans la plupart des cas, ça ne créera pas de problème, mais il y a un peu plus de probabilité que ça crée un petit bug sur le site. Mais honnêtement, c'est assez rare quand même. Avant d'installer une extension, vous pouvez également regarder les notations. S'il y a une bonne notation, c'est sûrement qu'il n'y a pas de bug et que donc il n'y aura pas de problème quand vous allez l'installer. Et pareil, vous pouvez regarder le nombre d'installations actives. Il faut garder en tête que plus vous allez installer d'extensions, plus ça va ralentir votre site puisque ça va rajouter des couches de code, ça va rajouter des fonctionnalités. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder les extensions essentielles et ne pas en installer trop. Puisque d'une part, ça peut créer des conflits entre les différentes extensions. Et donc, plus vous en installez, plus vous augmentez le risque de bug à chaque mise à jour ou à chaque installation d'une nouvelle extension. Et comme j'ai dit précédemment, ça va également ralentir votre site. Nous, on va installer 4-5 extensions qui sont indispensables. Tout d'abord, Elementor, qui va permettre de construire nos pages.
Ensuite, Yoast SEO qui va nous présenter certaines options pour notre référencement. On va descendre un petit peu et vous voyez ici qu'on a Updraft Plus. Ça, c'est une extension qui permet de faire des sauvegardes automatiques. C'est très important également. On va l'installer. Ensuite, on va également installer WP Fast Test Cache. Et si vous ne voyez pas ces extensions directement dans la bibliothèque, vous pouvez très facilement les rechercher juste ici. Vous avez juste à regarder le titre et à la taper. Là, par exemple, moi, je vais taper Formidable Form. Et vous voyez que ça me trouve l'extension directement. Je n'ai plus qu'à faire installer. Une fois que toutes ces extensions sont installées, je peux aller ici dans Extensions installées. Et vous voyez qu'ici, on retrouve toutes nos extensions. Donc, on a l'extension de Yonos qu'on va désactiver, puis supprimer. Et là, ces extensions, elles sont installées, mais elles ne sont pas actives. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas prises en compte sur le site. Et donc, ça n'a aucun intérêt qu'elles soient là. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut activer l'extension. Vous pouvez le faire un à un, ou alors vous pouvez cocher toutes les cases et faire activer. On va appliquer. Et voilà, mes extensions sont activées. Ça m'a ajouté de nouveaux onglets sur mon tableau de bord. À chaque fois qu'on va installer une extension, ça va ajouter un nouvel onglet. Ou parfois, ça sera un peu caché, par exemple, dans l'onglet Réglages ou Outils. Et maintenant, on va configurer les deux extensions les moins intéressantes, mais qui sont obligatoires, c'est-à-dire la sauvegarde automatique et WP Fast Test Cache, qui permet d'accélérer le site en créant ce qu'on appelle un système de cache. Ces extensions, je vais les configurer rapidement dans cette vidéo pour éviter que ce soit trop long. Mais si vous voulez voir des vidéos détaillées, eh bien, je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est un document que vous pouvez télécharger gratuitement et qui regroupe les meilleurs plugins et outils à utiliser sur WordPress. Et à chaque fois, je vous présente en détail le plugin et je vous mets un lien vers la vidéo YouTube en question. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le premier lien en description pour le télécharger gratuitement. Je vais aller dans les réglages de WP Fast Test Cache. Je peux aller soit directement ici dans les réglages, soit sur l'onglet de l'extension en question. Et ici, je vous invite à faire comme moi, à cocher les différentes cases que je coche. Voilà. Ici, on va cocher cette case, ici aussi. Ensuite, on va minimifier et combiner le code. Ça permet de réduire la taille des pages et donc d'accélérer le temps de chargement. Et ensuite, on va activer le cache navigateur et cliquer sur enregistrer. Notre système de cache est en place. Maintenant, on va mettre en place notre sauvegarde automatique. Pour cela, je peux aller dans l'onglet ici Updraft Plus, sauvegarder, restaurer. On va aller dans l'onglet Réglages et on va mettre en place notre sauvegarde automatique. Pour cela, on peut choisir la fréquence de sauvegarde. Ça va dépendre à quel rythme vous actualisez votre site. Si votre site est fini et que vous mettez plus de contenu, ça ne sert à rien d'enregistrer par exemple quotidiennement ou toutes les 8 heures. Ça va être suffisant de sauvegarder une fois par semaine. Tandis que si vous avez une boutique en ligne par exemple et que vous avez des commandes tous les jours, eh bien ça va être important de faire des sauvegardes quotidiennes pour éviter de perdre toutes vos commandes du jour au cas où s'il y a un bug. Moi, je vais rester par exemple sur hebdomadaire et on va conserver les 4 derniers fichiers. Donc, ça veut dire que ça va conserver les 4 dernières semaines. Ce qui est très important, c'est de choisir un stockage distant, par exemple Google Drive. Comme ça, même si votre site et votre administration WordPress n'est plus du tout accessible, eh bien, vous pourrez quand même restaurer votre site. On va descendre tout en bas et on va faire enregistrer les modifications. Et là, vous voyez qu'on m'invite à me connecter à Google. Vous aurez juste à cliquer sur ce bouton, à vous connecter à votre compte. Et ensuite, eh bien, toutes les semaines, votre sauvegarde sera automatiquement envoyée vers un dossier Google Drive. Et ensuite, toutes vos sauvegardes, elles vont également se retrouver ici. Si vous les sauvegardez manuellement, là, si je clique sur sauvegarder, j'aurai ma sauvegarde ici. Je vais cliquer sur le bouton et faire sauvegarder pour vous montrer. Par exemple, là, si j'ai un problème sur mon site, que j'ai installé une nouvelle extension, que j'ai fait une mise à jour qui a fait un peu planter mon site, eh bien, je peux cliquer sur restaurer et revenir à ma version d'avant la mise à jour du plugin. Ça, c'est très important de le faire dès le début. Comme ça, dès que vous faites des modifications sur votre site, vous aurez vos sauvegardes. Alors maintenant qu'on a configuré ces deux extensions, on va passer à une partie un peu plus intéressante. On va créer notre page d'accueil. Pour cela, je vais dans Page, Ajouter. Je vais fermer cet assistant. Et ici, on va définir notre titre, par exemple Accueil. Et on retrouve en haut et sur les côtés différentes options pour les pages. Donc là, ça va nous faire revenir au tableau de bord. Ici, c'est pour ajouter un bloc. Donc c'est l'éditeur de bloc Gutenberg. C'est ce qui permet par défaut de créer nos pages sur WordPress. Vous voyez qu'ici, je peux taper directement du texte ou bien je peux choisir un bloc, soit en cliquant sur le plus ici, soit en cliquant sur le plus ici. Ça revient exactement au même. Si je clique sur le plus, eh bien, j'ai tous les blocs qui s'affichent. Par exemple, si je veux ajouter une image, eh bien, je tape image, je prends ce bloc et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir téléverser une image. Là, je peux fermer et je peux ajouter par exemple un paragraphe, ensuite un titre et glisser-déposer comme ceci différents éléments. Ça, c'est un éditeur selon moi qui n'est pas très intuitif et qui n'est pas très agréable à utiliser quand on débute. Il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que nous, on va utiliser plutôt Elementor qui est beaucoup plus simple. Mais si vous voulez en savoir plus sur Gutenberg, j'ai également fait une vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne que vous pourrez retrouver très facilement. Là, moi, je vais cliquer ici sur les 3 petits points pour à chaque fois effacer les différents blocs que je viens d'ajouter.
Voilà. Ensuite ici, c'est différents réglages quand on utilise l'éditeur de bloc Gutenberg, donc c'est pas intéressant. Modifier avec Elementor, on le fera juste après. Là, vous voyez que je peux enregistrer ma page en brouillon. Donc ça veut dire que ma page et toutes les modifications seront enregistrées, mais elle ne sera pas visible publiquement. J'ai un bouton ici pour prévisualiser les modifications, par exemple en mode ordinateur de bureau. Je clique dessus. Et comme ça, je vais pouvoir regarder ma page. Bon là, bien sûr, j'ai aucun contenu. Je ferme l'onglet. Là, je vais pouvoir cliquer sur publier quand j'ai terminé ma page et que je veux qu'elle soit publique. Et ici, on arrive sur différents réglages de la page. Donc, on a la visibilité. Public, on peut mettre également en privé ou en protégé par un mot de passe. Donc là, vous voyez que privé, ça sera uniquement visible par les administrateurs, c'est-à-dire vous. Et vous pouvez également protéger le contenu avec un mot de passe que vous aurez défini. Nous, on va rester sur public. Là, on peut la publier soit immédiatement, soit la planifier. Pour une page, il n'y a pas trop d'intérêt, mais pour les articles de blog, vous aurez exactement la même option. Et donc là, ça peut être intéressant de rédiger plusieurs articles de blog en avance et ensuite de les planifier pour avoir un rythme de publication régulier. Et ensuite, on a d'autres réglages qui sont pas très intéressants, donc on va pas les voir dans cette vidéo. Ici, juste en dessous, on a Yoast SEO. Donc ça, c'est le plugin qu'on a installé et qui permet de gérer notre référencement. Ce plugin, il va être très intéressant pour vous donner des indications sur comment optimiser le référencement de vos pages. Le fait de l'installer, ce plugin, ça ne va pas impacter directement le référencement. C'est le fait de respecter les différentes indications qui sont données. Là, on va devoir définir une requête cible, c'est-à-dire sur quel mot-clé je veux que cette page soit référencée. Bon, pour une page d'accueil, souvent, on n'aura pas de mots-clés ciblés. Ça va être surtout utile pour vos articles de blog et différentes pages de votre site. Donc, imaginons que moi, c'est un site autour de la création de site WordPress. Eh bien, je vais vouloir être référencé, par exemple, sur le mot-clé WordPress. Et donc là, si je descends, je vais pouvoir déjà mettre en place ma balise title et ma métadescription. Ça, c'est tout simplement le titre et la petite description qui vont apparaître dans les résultats de recherche de Google. Vous voyez que si je me mets en résultat bureau, eh bien, on peut prévisualiser directement ou on peut également prévisualiser en mobile. Donc, si vous ne voyez pas ce que c'est très simple. Là, quand on fait une recherche Google, on a une balise titre et une balise métadescription. Et donc là, vous allez pouvoir la renseigner ici. C'est très important de le faire pour chacune de vos pages et chacun de vos articles de blog. Donc là, par exemple, moi, je vais marquer création de site WordPress. Ensuite, le slug, c'est l'URL. Donc là, c'est important d'intégrer les mots-clés que vous ciblez. Sur une page d'accueil, il n'y aura pas d'URL, ce sera juste le nom de domaine. Donc ça ne sert à rien de le modifier. Mais pour les autres pages, eh bien, mettez une URL quand même assez courte avec quelques mots et mettez des mots importants sur lesquels vous voulez être référencé. Et pareil, dans la métadescription, on va devoir inclure le mot-clé qu'on vise. Moi, dans mon cas, c'est WordPress. Et inciter au clic, par exemple en mettant cliquez ici pour découvrir comment créer votre site WordPress. Là, on peut voir que ma description est un peu trop courte, on est en orange. Idéalement, il faudrait que je rajoute quelques mots pour arriver au vert. Ensuite, on descend et là, on a l'analyse SEO et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce plugin, je trouve. C'est qu'il va donner toutes sortes de recommandations pour optimiser votre référencement. Et quand on est débutant, c'est très simple à optimiser. Vous avez juste à lire et à voir qu'est-ce que vous devez optimiser pour votre page ou votre article de blog. Et c'est pareil, si vous voulez en savoir plus sur Yoast SEO, eh bien j'en ai fait une vidéo dédiée et vous pouvez retrouver le lien dans le document les 17 ressources WordPress indispensables. Et donc je vous invite à cliquer sur le lien en description si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a vu les réglages globaux qui sont identiques sur toutes les pages et les articles de blog, on va enregistrer notre brouillon et on va cliquer sur modifier avec Elementor. Et ici, on arrive sur le constructeur de page Elementor. C'est avec ça qu'on va pouvoir construire toutes nos pages et nos articles de blog. Sur le panneau de gauche, on a les widgets. C'est les différents éléments qu'on va pouvoir glisser sur notre page. Ici, on a le contenu de la page. Et là, on a tout ce qui est géré par le thème. On a l'entête, le titre et la colonne latérale. Et ensuite, le pied de page. Ça, c'est pas géré par Elementor. C'est directement géré par le thème OceanWP qu'on a installé. Elementor, lui, va vraiment gérer le contenu de la page. La première chose qu'on va faire, c'est les réglages globaux. Donc, on va ici sur la petite roue crantée. Et ici, on arrive sur les réglages de la page. On retrouve quelques options qu'on avait tout à l'heure sur l'éditeur WordPress. Par exemple, on peut mettre en brouillon ou en publié privé. Et ici, on va pouvoir choisir le modèle de page. Moi, c'est ma page d'accueil, je ne veux pas qu'il y ait de colonne latérale. Et bien, dans modèle de page, je vais prendre Elementor pleine largeur. Et vous voyez que ça m'enlève ma colonne latérale. Ensuite, je peux aller également dans l'onglet style. Et là, je vais pouvoir définir un arrière-plan qui va s'appliquer directement à toute ma page. Je vous déconseille de faire ça, je vous conseille de laisser un arrière-plan blanc. Dans la plupart des cas, un arrière-plan coloré, ça va donner un rendu pas terrible et ça va nuire à la lisibilité. Donc voilà pour les réglages de la page. Ensuite, on va retourner ici sur les petits carrés et on retrouve tous nos widgets. On peut également cliquer sur le menu hamburger et on a différentes options ici. Par exemple, pour voir la page ou pour revenir directement à l'éditeur WordPress. Et réglage du site, constructeur de thème, préférence de compte, tout ça, on ne le verra pas dans cette vidéo, c'est un peu trop du détail. Là, je vais faire une présentation assez rapide d'Elementor pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais si vous voulez vraiment une formation complète sur Elementor, eh bien, j'ai fait une vidéo de plus d'1 heure
qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Elle s'affiche juste au-dessus. Et là, vous allez vraiment apprendre en profondeur comment utiliser Elementor. Mais là, maintenant, on va voir juste les bases. Je retourne au widget et je vais pouvoir très simplement glisser par exemple un titre. Et vous voyez que j'ai mon titre qui apparaît ici. À chaque fois qu'on glisse un widget, on va voir ici les différents réglages du widget en question. Et à chaque fois, on aura 3 colonnes. On aura la colonne contenu qui concerne vraiment le contenu du widget et les réglages du widget. Ensuite, on a le style. Donc là, à chaque fois, c'est tout ce qui va concerner l'apparence. Et la plupart du temps, on aura des options qui reviennent et qui sont similaires. Par exemple, dès que vous allez insérer un widget avec du texte, vous aurez toujours un réglage typographie. Et dans ce réglage typographie, on retrouvera toujours les mêmes options. Donc au début, ça peut paraître beaucoup, mais vous allez voir que vous allez très vite vous y retrouver puisque beaucoup d'options reviennent et sont similaires entre les différents widgets. Pareil, à chaque fois que vous aurez du texte ou un bouton par exemple, vous aurez un sélecteur de couleurs que vous pourrez modifier très facilement. Et ensuite, vous aurez l'onglet avancé avec des réglages un peu plus poussés. On va revenir sur l'onglet contenu et là par exemple, on va pouvoir modifier notre titre. Je vais marquer par exemple création de site WordPress. Je vais pouvoir ajouter un lien juste ici pour que mon titre soit cliquable. Je peux mettre une URL vers une page de mon site ou vers une page externe. Et si vous mettez une page externe, c'est important d'aller dans Options du lien et d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, si la personne clique, elle ne quittera pas votre site. Et ensuite, on peut modifier l'alignement, par exemple le mettre centré. Là, je vais retourner dans Style. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait très facilement modifier la couleur. Par exemple, je peux le mettre en rouge comme ceci. Ensuite, je peux aller dans Typographie et changer la famille de police. Donc là, on a vraiment beaucoup de familles de police. Je vous laisserai choisir celle qui vous convient pour vos titres. Moi, je vais rester sur Roboto. Là, on peut choisir la taille au pixel près. On pourra mettre 25 pixels, même 30 pixels pour que ça soit bien visible. On peut modifier la graisse, c'est-à-dire l'épaisseur des lettres. La transformation, on peut mettre par exemple tout en majuscule, minuscule, capitalisé. Le style, normal, italique, oblique et décoration, souligné, surligné ou barré. Après, l'auteur de ligne, c'est si vous avez plusieurs lignes, ça ne va pas se voir, mais ça va mettre de l'écart entre les différentes lignes de votre texte. On peut espacer les lettres comme ceci, ou bien espacer uniquement les mots. Et ensuite, si on va dans Avancer, je peux définir des marges et des marges internes. Pour vous montrer à quoi ça correspond, je vais ajouter un arrière-plan sur mon titre. Donc là, ici, je vais dans l'onglet arrière-plan. Je vais dans Classique et je vais mettre un arrière-plan, par exemple, noir. Je vais retourner dans Avancer. Et en marge, en fait, ça va ajouter de l'espace autour de mon bloc. Donc, en dehors du petit contour bleu qu'on peut voir, par exemple, là, si je mets 10, vous voyez que ça m'ajoute de l'espace. Tandis que si je mets de la marge interne, là, ça va me rajouter de l'espace au sein de mon bloc, au sein de mon widget. Et vous voyez que du coup, ça augmente l'écart ici et ça me rajoute de l'arrière-plan noir. Je vais remettre à 0. Ensuite, on a effet de mouvement. Là, c'est pour mettre des animations d'entrée. Ça peut donner un effet professionnel, mais faites attention à ne pas mettre des animations un peu trop farfelues. Mettez quelque chose de classique. Moi, je vous conseille de rester sur des fondus, c'est-à-dire des apparitions comme ceci au ralenti ou fade in up, qui est assez souvent présente sur les sites également. Ensuite, on a un onglet bordure. Là, on va pouvoir remettre des bordures continues. Là, si je mets 3 pixels, ça va me rajouter des bordures. Là, on ne les voit pas très bien parce que c'est en marron. Je vais les mettre en rouge pour qu'on les voit bien, voilà. Et on peut définir un rayon de bordure pour faire des coins arrondis. Pour les bordures, vous avez différents styles, par exemple en pointillé ou en tiret. Je vous conseille de rester en continu si vous mettez des bordures. Et dans la plupart des cas, les bordures, ça donne un effet pas terrible. Là, vous voyez que la mise en forme est vraiment pas belle du tout. Donc faites attention avec les bordures, les arrière-plans. Il faut vraiment savoir ce que vous faites pour éviter les faux pas. Et ensuite, ces différentes options avancées qu'on verra pas dans cette vidéo, mais que je présente dans la formation gratuite d'Elementor qui est présente sur ma chaîne YouTube. On va retourner dans les différents widgets et on va voir un peu ce qui s'y trouve. On peut ajouter très facilement des images ou une vidéo. On peut ajouter un éditeur de texte, donc là pour ajouter différents paragraphes. Et là, par exemple, si je vais dans Style, vous allez voir que les options sont très similaires au titre. On a la couleur, la typographie. Et pareil, si je vais dans Avancer, les options seront exactement les mêmes. Donc ce qui va varier vraiment en fonction des widgets, c'est l'onglet Contenu. Et après, l'onglet Style et Avancé, dans la plupart des widgets, ils seront similaires. Et même l'onglet Avancé, c'est quasiment tout le temps exactement les mêmes options. Donc une fois que vous avez pris en main et compris à quoi correspondent ces différentes options, il y a juste Style et Contenu qui varient. Ensuite, on peut donc ajouter un bouton, et là on aura des options un peu différentes. On peut définir bien sûr un lien, le texte du bouton, le centrer. On peut ajouter un icône avant le texte. Dans Style, ici, on a un peu de différence. Vous pouvez voir qu'on a normal ou haut survol. Donc là, par exemple, si je me mets haut survol, je vais pouvoir ajouter une animation, par exemple grow, et quand je vais survoler avec ma souris, ça va faire grossir le bouton. Voilà, vous pouvez très facilement créer votre page en glissant et en déposant les différents widgets qui vous intéressent. Ici, on est resté dans la section basique, mais il y a une section pro qui est réservée à la version pro d'Elementor. Vous avez le lien en description si vous souhaitez passer à la version premium, mais la version gratuite est amplement suffisante pour la plupart des cas. Ici, vous avez encore des widgets supplémentaires, général, et là, c'est des widgets un peu plus poussés et qui seront un peu moins utilisés.
mais je vous invite à les découvrir à chaque fois en glissant-déposant et en voyant un peu les différentes options qui sont proposées. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment prendre en main le constructeur de page, eh bien vous allez juste à faire des tests, à glisser-déposer différents widgets, voir tous les réglages, et avec le temps, vous allez vraiment commencer à maîtriser Elementor et à pouvoir créer les pages que vous souhaitez. Ce qui est important de comprendre également quand vous créez vos pages, c'est la structure d'Elementor. Vous pouvez voir ici que quand je survole un élément, on a un petit encadré bleu, et donc cet élément, c'est un widget. Mais autour du widget, on a des pointillés, et ça correspond à une colonne. On peut avoir une ou plusieurs colonnes quand on crée nos mises en forme. Et ensuite, autour de la colonne, on a encore un encadré bleu, et ça correspond à la section. Et donc nous, on a vu jusqu'à présent les réglages des widgets. Vous voyez qu'on clique sur le pinceau, on a à chaque fois les réglages. Mais on peut également avoir des réglages qui vont s'appliquer directement à la colonne, ou des réglages qui vont s'appliquer directement à la section. Par exemple, ici, si je suis sur ma section, je vais pouvoir modifier sa largeur. Donc là, on a une largeur encadrée. C'est-à-dire que si je réduis le nombre de pixels, eh bien vous voyez que tout le contenu à l'intérieur de cette section va automatiquement se réduire. Au contraire, je peux mettre en pleine largeur, et là, ça va s'étirer vraiment sur tout l'écran. Je déconseille de faire ça, surtout quand vous avez du texte, puisque ça va nuire à la lisibilité. Donc on reste encadré. Mais si vous voulez avoir une largeur encadrée, c'est-à-dire que le texte soit resserré, mais mettre une couleur d'arrière-plan, eh bien il va falloir cocher la case étirer la section. Comme ça, la section, l'encadré bleu, va vraiment s'étirer tout le long de l'écran. Et donc si vous voulez mettre une couleur d'arrière-plan, et ça va se mettre tout le long. Pour cela, si vous voulez mettre une couleur, c'est très simple, vous allez dans Style, et vous allez pouvoir définir un type d'arrière-plan, soit classique avec une couleur ou une image, soit un dégradé, une vidéo ou un diaporama. Vidéo et diaporama, je déconseille, même dégradé dans la plupart des cas, ça va rendre quelque chose de pas terrible. Il faut vraiment rester sur quelque chose de classique, mettre une couleur ou une image. Là, par exemple, je vais mettre une couleur noire, voilà, comme ceci. Juste pour vous montrer ce qu'on appelle les formes de séparation. Ça peut créer un effet pas mal. Donc, on va dessus, on va mettre en bas, par exemple. Là, vous allez pouvoir sélectionner différents types de formes de séparation. Par exemple, triangle. Et vous voyez que ça vous fait une petite forme comme ceci. Donc, nous, on va l'inverser. On va modifier la hauteur. On va mettre juste un triangle comme ceci. On va ajouter de la marge interne en bas, par exemple 50, et pareil en haut. Et comme ça fait une forme de flèche et ça incite le lecteur à faire défiler la page vers le bas. Vous avez différents types de formes de séparation que je vous inviterai à tester et à découvrir. Et là, donc, on a vu les réglages de la section et on a également les réglages de la colonne. On a différents réglages que je vous laisserai regarder et vous pouvez bien évidemment ajouter plusieurs colonnes. Pour ça, vous pouvez faire un clic droit et faire ajouter une nouvelle colonne. Ici, on peut inverser l'ordre, comme ceci, on a juste à glisser et déposer. Et je peux ajouter autant de colonnes que je veux. Et si je veux l'effacer, eh bien je fais clic droit, effacer. Et ensuite, si je clique ici sur le petit plus, je peux ajouter directement une nouvelle section avec différentes colonnes. Et donc, vous voyez qu'on a différentes répartitions de largeur et différents nombres de colonnes. Mais ensuite, la répartition des colonnes, je peux la modifier manuellement. Là, par exemple, je clique ici. Et là, si je veux modifier la largeur, eh bien je peux le faire très facilement en glissant comme ceci et en définissant une largeur manuellement. Donc voilà, on a fait le tour des bases d'Elementor. Vous avez compris à peu près le principe pour créer vos pages. Et donc, je vous laisserai créer votre page d'accueil. Une fois que votre page d'accueil est créée, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Publier. Et ensuite, on va retourner sur l'éditeur WordPress. Ici, je vais cliquer sur les petits pointillés. Je vais décocher mode plein écran. Comme ça, on a bien le tableau de bord qui apparaît ici. Et on va aller sur notre site. Et là, le problème, c'est que je suis sur ma page d'accueil. Vous voyez, on n'a pas d'URL. Je suis bien sur ma page d'accueil. Ou même quand je clique sur le logo, eh bien, ça me redirige vers ma page d'accueil. Mais ce qui s'affiche, ce n'est pas la page que je viens de créer. C'est le dernier article de blog qui a été publié. Ça, c'est parce que de base, WordPress a été créé pour faire des blogs. Et donc, par défaut, il affiche une liste d'articles de blog en guise de page d'accueil. Nous, on va modifier ça. On va mettre une page statique. Pour cela, on va dans le tableau de bord. On va dans Réglages, Lecture. Et ici, vous voyez, la page d'accueil affiche une page statique. Et on va sélectionner Page d'accueil. On clique sur Enregistrer. Et maintenant, si je vais sur mon site, j'ai bien ma page d'accueil qui s'affiche par défaut. Si je clique sur mon logo, ça me redirigera également vers cette page. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer différentes pages afin qu'on puisse créer notre menu principal. Je retourne ici dans le tableau de bord. Je vais faire page ajoutée. Et on va dire que c'est un site vitrine. Donc, je vais créer une page, par exemple, nos services. Je vais mettre aucun contenu. Je vais juste créer des pages. Je vais ajouter une page contact et une page à propos. Voilà, je clique sur publier. Et maintenant, je vais aller dans apparence, menu. Et là, je vais pouvoir créer mon menu principal. Je vais l'appeler menu principal tout simplement. Et ici, je vais cocher l'emplacement. Barre supérieure, ça va s'afficher au-dessus de mon en-tête. Ensuite, on a principal, donc c'est le menu qu'on veut créer. Là, c'est pour créer un menu dans le pied de page. Et mobile, c'est si on veut créer un menu principal qui est différent sur smartphone et sur ordinateur. Nous, on coche cet emplacement. Je clique sur créer le menu. Et ici, je vais pouvoir ajouter directement une page.
je vais les cocher et les ajouter au menu. La page contact, on va la mettre en dernier et la page nos services en premier. Vous voyez qu'on peut directement ajouter des articles de blog ou les catégories d'articles. Et également, vous pouvez aller dans options de l'écran et ajouter de nouveaux formats. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne, vous pourrez cocher catégorie de produits. Comme ça, vous pourrez afficher directement vos catégories de produits dans votre menu principal. Une fois que c'est fait, c'est très simple. Vous avez juste à enregistrer le menu. Et si je vais sur mon site, j'ai bien mon menu principal qui a été ajouté juste ici. Je vais vous montrer également comment créer un menu déroulant. C'est très simple. Pour cela, je vais créer un lien fictif dans lien personnalisé. Ici, vous pouvez mettre une URL vers un site externe ou vers une page de votre site. Mais sinon, vous pouvez mettre juste un hashtag et là, ça va être un lien qui sera non cliquable et ça peut être donc juste le titre de votre menu déroulant. Donc là, je vais marquer mon menu déroulant par exemple et je vais mettre des éléments fictifs. Là, je vais marquer lien 1 et lien 2. Voilà. Et pour créer mon menu déroulant, c'est très simple. J'ai juste à décaler d'un cran comme ceci et de mettre en dessous de l'élément. Là, vous voyez que c'est marqué sous-élément et donc ça sera un sous-élément de ce menu déroulant. Je vais le mettre juste après nos services. Je vais enregistrer le menu. Et maintenant, si j'actualise, j'ai bien mon menu déroulant qui apparaît et qui a été créé très facilement. Maintenant que mon menu est créé, on va voir les différents réglages pour notre en-tête, c'est-à-dire toute la partie haute de notre site. Pour cela, je peux cliquer ici sur personnaliser si je suis directement sur mon site. Sinon, si je suis sur le tableau de bord, je peux aller dans apparence, personnaliser et on va arriver dans les deux cas au même endroit. Ici, on va arriver sur les options de notre thème. Donc en fait, ça va varier selon le thème que vous installez. Et c'est pour ça que moi, je vous ai recommandé aussi en WP, puisque pour un thème gratuit, vous allez voir que vous avez énormément d'options. Et donc, vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre site comme vous le souhaitez. La plupart des thèmes gratuits, il n'y a pas beaucoup d'onglets ici, pas beaucoup de réglages. Et donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et quand on arrive, on peut être un peu perdu avec toutes les options. Mais déjà, on a des options qui sont juste des réglages de WordPress, notamment menu, widget, réglage de la page d'accueil. Donc ça, ces trois-là, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. CSS additionnel, c'est si vous voulez ajouter du code. Donc dans la plupart des cas, vous n'allez pas l'utiliser. Typographie, c'est tout ce qui concerne les polices. Ensuite, option générale, on le verra un peu plus tard. Blog, tout ce qui va concerner votre section blog. Donc si vous n'avez pas de blog, pas besoin de vous en préoccuper. Ici, on a en-tête et barre supérieure. En-tête, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et barre supérieure, c'est la barre qui est juste au-dessus. Et ensuite, on a tout ce qui concerne le pied de page et la colonne latérale. Donc, vous voyez que c'est regroupé par type de contenu. Et donc, on peut s'y retrouver assez facilement. Vous, ce que vous allez surtout voir au début, c'est option générale. Vous aurez toutes les options de votre thème. Et également en-tête qui est important. Après, tous les autres sont assez secondaires. On va aller dans en-tête, dans général. Et ici, on va pouvoir définir le style d'en-tête. Par défaut, c'est minimal. Mais vous voyez qu'on a différents styles que je vous invite à tester. Par exemple, si je me mets sur menu supérieur, vous voyez que ça change complètement le style de l'en-tête. On a le menu ici, le logo qui apparaît en dessous avec le slogan. Moi, je vais rester sur minimal. Ici, vous allez pouvoir définir la couleur d'arrière-plan de votre en-tête. Donc, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais rester sur du blanc. On va faire retour. Et ici, on va pouvoir définir notre logo. Donc, vous avez juste à sélectionner votre logo et à l'importer juste ici. Je vais faire retour. Et là, on arrive au réglage du menu. Donc là, par exemple, je peux le centrer pour que mes éléments apparaissent ici. Et on a différentes options de style, notamment les couleurs du lien et les arrière-plans. Je vous laisserai regarder tout ça en détail. Je ne vais pas voir tout ça avec vous dans cette vidéo pour éviter que ce soit trop long. Et ensuite, on a la barre supérieure. Donc là, c'est si vous voulez ajouter du contenu juste au-dessus de votre en-tête. Moi, je vais désactiver la barre supérieure dans mon cas. Voilà. Et je vais cliquer sur publier. Là, on a vu comment créer notre en-tête. Maintenant, on va voir comment créer notre pied de page. Par défaut, le pied de page, ça se crée avec les widgets de pied de page. Et c'est donc avec l'éditeur Gutenberg, un peu comme pour nos pages, qu'on va pouvoir créer notre pied de page. Mais c'est quelque chose de pas très intuitif. Donc nous, on va passer par Elementor pour pouvoir être beaucoup plus libre dans la création. Pour cela, je vais cliquer sur la petite croix ici et je vais installer une extension qui s'appelle Elementor Header and Footer. Je tape ici Elementor Header et c'est cette extension qu'on va installer. Elle va nous permettre de créer notre en-tête ou notre pied de page directement avec Elementor et donc on aura beaucoup plus d'options de personnalisation. Une fois que c'est activé, je peux aller ici dans Apparence, Elementor Header and Footer Builder et là je vais pouvoir ajouter un nouveau modèle. Là, je vais taper par exemple pied de page. Type de modèle, je vais marquer pied de page. On va l'afficher sur tout le site. Et ensuite, on va modifier avec Elementor. Et là, on arrive sur le constructeur Elementor, comme si c'était une page classique, sauf que ça sera pour construire notre pied de page. Donc là, par exemple, je mets une mise en forme en 3 colonnes. Je vais mettre un arrière-plan de section en noir pour que le pied de page se démarque du reste du site. Et là, je vais pouvoir mettre toutes les informations que je veux, des informations de contact, mon adresse, des liens vers les mentions légales, politique de confidentialité, un lien pour s'inscrire à une newsletter.
Voilà, vous allez pouvoir mettre vraiment tout ce que vous voulez dans votre pied de page. Ici, par exemple, on peut créer une section information, ou plutôt nous contacter. On va centrer, mettre en blanc. Là, je vais marquer liste d'icônes. Hop, je vais inverser. Et là, on pourrait, par exemple, mettre un icône de téléphone avec notre numéro, un icône d'enveloppe avec notre email, et ici, une adresse, par exemple. On va centrer, on va mettre en blanc pour que ça ressorte bien. Et ici, on pourrait mettre notre adresse ou nos horaires d'ouverture si on a une boutique physique. On peut également ajouter ici un onglet information avec mention légale, politique de confidentialité et mettre un lien vers ces pages. Enfin bref, vous pouvez vraiment créer votre pied de page comme vous le souhaitez et ensuite vous aurez juste à cliquer sur publier. Et une fois que c'est fait, on revient ici et je ne sais pas pourquoi là ça n'a pas été pris en compte. Donc on va remettre pied de page, afficher sur tout le site et cliquer sur mettre à jour. Et là, si je vais sur mon site, j'ai bien mon pied de page qui a été ajouté et je peux faire exactement pareil pour mon en-tête. Je peux retourner dans les différents modèles, donc dans Apparence, Header and Footer Builder, ajouter un nouveau modèle. Au lieu de sélectionner pied de page, je sélectionnerai en-tête, je le crée avec Elementor et ensuite ça me remplacera mon en-tête qui est ici. Là, j'ai pas assez de contenu sur ma page, du coup, vous voyez que le pied de page remonte et ça crée un espace ici. Mais si vous avez du contenu, bien sûr, le pied de page sera bien collé en bas et donc il n'y aura pas de problème d'affichage. Maintenant, on va voir comment créer un formulaire de contact pour notre page contact. Je retourne dans mon tableau de bord et on va dans l'onglet formidable. Et vous voyez ici que j'ai formulaire. Ici, on a un formulaire par défaut qui a été créé. Nous, on va partir de 0 pour que vous voyez comment ça fonctionne. Je vais cliquer sur ajouter, formulaire vierge. Là, je vais marquer juste contact et cliquer sur créer. Ici, je vais pouvoir glisser différents éléments, un peu comme Elementor. C'est un système de glisser-déposer. Par exemple, le texte. Ici, je vais marquer prénom. Ensuite, je vais ajouter un autre champ texte juste à droite. Vous voyez, comme ceci pour qu'il y ait 2 colonnes. Et là, je vais marquer nom. On peut cocher cette case pour que ça soit obligatoire et une petite étoile apparaîtra côté client. On va ajouter encore des champs, on va ajouter un champ par exemple email et un champ paragraphe pour qu'on puisse nous envoyer le message. On va marquer votre message. Vous voyez qu'en quelques secondes, mon formulaire a été créé. Là, bien sûr, c'est un formulaire très basique, mais vous avez différentes options ici qui peuvent vous intéresser, par exemple liste déroulante ou case à cocher. On va cliquer sur mise à jour. Ensuite, on va aller dans réglages. Et si je descends, ici, je peux modifier le message qui va s'afficher une fois que le formulaire a été rempli. Dans Actions et notifications, par défaut, ça va envoyer un email à l'administrateur avec toutes les informations du formulaire. Donc, je vous conseille de laisser ça par défaut, mais vous pouvez modifier le message que vous allez recevoir et vous pouvez également entrer d'autres adresses email qui vont recevoir la notification. Il vous suffit de mettre une virgule et de taper l'adresse email en question. Et dans Style et boutons, on va pouvoir modifier le texte du bouton envoyer. Par exemple, on va marquer envoyer mon message. Je clique sur mise à jour. Dans Entrée, on verra toutes les soumissions du formulaire, donc toutes les données des clients. En plus de recevoir la notification par email, vous aurez ici toutes vos entrées. Ensuite, pour intégrer le formulaire sur une page, c'est très simple. Je vais cliquer ici sur la petite flèche pour avoir tous mes onglets qui apparaissent. On va aller sur la page contact. Je clique sur modifier, modifier avec Elementor. Et là, je vais ajouter par exemple 2 colonnes. Sur la colonne de droite, on va mettre notre formulaire. Je tape ici formidable et vous voyez qu'on a formidable formulaire. Je glisse le widget. Je sélectionne mon formulaire, contact, et voilà, il apparaît automatiquement. Là, on va l'agrandir un petit peu comme ceci. Et là, par exemple, vous pourrez mettre des boîtes d'icônes avec notre numéro de téléphone et notre adresse email. Là, ici, j'aurai juste à marquer mon numéro de téléphone, mettre un icône, et on va modifier le style, on va mettre en noir, par exemple. Et on va cliquer sur dupliquer, et on pourrait faire pareil avec différentes informations de contact. Ensuite, ici, dans les réglages de la colonne, je vais mettre un aliment vertical au milieu pour que ça soit centré comme ceci. Là, vous voyez que j'ai un peu plus de contenu. Donc, on a bien notre pied de page qui s'est fixé en bas. C'est parfait. Et je peux cliquer sur mettre à jour. Si je clique sur ce petit œil, eh bien, je vais pouvoir regarder ma page contact. Bon, là, elle est très basique. Bien sûr, il faudra ajouter un titre, du texte, une FAQ ou plein d'autres éléments qui sont pertinents pour une page contact. Le seul problème, c'est qu'ici, on a une barre latérale qui est pas intéressante. On a vu précédemment qu'on pouvait modifier le modèle de page et mettre en Elementor pleine largeur pour enlever cette barre latérale, mais on peut également directement modifier notre thème pour que dès qu'on crée une page, ça soit automatiquement en pleine largeur, puisque dans la plupart des cas, une barre latérale n'aura pas d'utilité. Pour cela, on retourne ici dans personnaliser, et tout à l'heure, on a vu les options d'en-tête. Là, on va aller dans options générales, on va voir un peu les options globales de notre thème OceanWP. On va dans options générales, style général, on va pouvoir définir les couleurs principales et couleurs principales au survol. Donc vous voyez que par défaut, dès qu'un bouton est généré par le thème, il est en bleu. Mais si je change ma couleur principale, par exemple je passe en rouge, eh bien cette couleur sera modifiée. Là, c'est pas pris en compte parce que des fois on a des petits bugs sur la prévisualisation. Mais si je fais publier et que je vais sur ma page contact,
voyez qu'on a bien la couleur qui a été modifiée. Et quand je survole, ça passe en bleu, puisque couleur principale au survol, je ne l'ai pas modifiée. Donc on pourrait mettre un rouge un peu plus foncé, et ça serait également modifié. On peut modifier directement l'arrière-plan de tout le site. Comme je l'ai dit précédemment, je vous déconseille de faire ça, je vous conseille de laisser en blanc. Et pareil pour la couleur des liens, on peut mettre une couleur principale et une couleur au survol. On va remonter, on va faire retour et aller dans Réglages généraux. Et c'est ici qu'on va pouvoir enlever notre barre latérale. Vous voyez que par défaut, on a une barre latérale à droite, on peut l'avoir à gauche, ou alors on peut mettre en pleine largeur. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez qu'automatiquement, ma barre latérale disparaît sur ma page contact et elle disparaîtra également sur toutes mes autres pages. Vous pouvez également modifier ça sur la page de résultats de recherche et ensuite, c'est des options moins intéressantes. Ensuite, titre de la page, c'est le titre qui apparaît ici, vous voyez contact. Donc là, par exemple, on va diminuer un peu les marges pour éviter que ça prenne trop de place. On va mettre à 20 et là à 20 également. Couleur d'arrière-plan, on va laisser en blanc. Et on va désactiver le fil d'Ariane, c'est-à-dire les petits liens qui sont ici. Comme ça, on a quelque chose de plus simple et de plus épuré. Pareil, je vous laisserai regarder les différentes options si ça vous intéresse. Et je vous invite à explorer vraiment toutes les options du thème pour comprendre comment ça fonctionne. On va cliquer sur Publier et on va cliquer sur cette petite croix. Donc là, maintenant, vous avez à peu près tous les éléments en main pour créer votre site. Vous savez comment créer une page avec Elementor. Bon, bien sûr, vous devez prendre en main l'outil avant de créer de beaux designs. Mais voilà, vous savez comment définir votre page d'accueil, comment la créer avec Elementor, comment créer différentes pages que vous allez mettre dans votre menu principal, comment créer votre en-tête et votre pied de page directement avec Elementor et comment créer une page contact avec votre formulaire. Dans cette vidéo, je suis allé très rapidement sur les différentes options pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais si vous voulez aller plus loin et vraiment maîtriser WordPress en profondeur, savoir comment créer votre site de A à Z, eh bien j'ai créé une formation complète qui dure 5 heures et dans lesquelles je vais vraiment explorer toutes les fonctionnalités de WordPress. Cette formation, c'est WordPress Mastery. Vous avez le lien de la page de présentation en description et on va voir ensemble le programme détaillé de cette formation. Dans le premier module, on va s'intéresser aux bases de WordPress. Donc nous, dans cette vidéo, on a déjà vu comment installer WordPress sur un hébergeur, mais on n'a pas vu comment configurer le certificat SSL. Ça permet d'avoir le petit cadenas juste ici et c'est indispensable puisque ça va rassurer vos visiteurs et même au point de vue référencement, c'est indispensable. On verra les rôles WordPress. Ici, je vous ai juste montré l'onglet qui était dans le tableau de bord dans Compte, mais on n'a pas vu à quoi ça correspondait les différents rôles de WordPress. On va voir comment gérer vos médias, c'est-à-dire comment gérer vos images, éviter qu'elles prennent trop de poids, comment les redimensionner et voilà, on verra toutes sortes d'erreurs qu'il faut éviter. Le meilleur thème gratuit, eh bien, on a déjà vu, c'est OceanWP. On a également déjà vu les critères à prendre en compte avant d'installer un plugin, mais on n'a pas vu comment gérer les mises à jour. Donc là, les bases de WordPress, on a quand même vu pas mal de choses déjà dans cette vidéo, comment créer des pages. Le plugin est gratuit pour construire de magnifiques pages, c'est Elementor, donc on l'a déjà vu également. Mais ce qu'on n'a pas vu dans cette vidéo et qui est très important, c'est les bonnes pratiques du web à respecter. Dans cette vidéo, je me suis attardé sur l'aspect technique, mais c'est très important également d'avoir les notions théoriques pour avoir des sites professionnels avec des designs qui respectent les codes du web. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un site professionnel et éviter les erreurs. Je vais vous expliquer la structure d'un site et l'architecture de WordPress. C'est important d'avoir ça en tête pour comprendre comment fonctionne un site. On verra également comment définir votre charte graphique. Ça, c'est très important pour avoir une cohérence entre vos différentes pages. Les règles de web marketing, c'est indispensable pour avoir un site professionnel qui transforme vos visiteurs en clients. Et on voit toutes sortes d'autres choses qui sont également importantes à savoir et à respecter quand on crée un site internet. Ensuite, dans le module 3, on s'attaque à la conception du site. La création de l'entête, dans cette vidéo, je suis allé très rapidement. On n'a pas vu toutes les options du thème. Là, je vais beaucoup plus en profondeur. On voit comment créer un logo, par exemple. Quelles sont les règles à respecter pour créer un menu qui est efficace et pertinent et comment personnaliser votre entête de A à Z. Pareil pour la page d'accueil. Là, j'ai juste montré comment fonctionnait Elementor. Mais dans cette formation, je vous explique ce que vous devez mettre sur une bonne page d'accueil et ce qui est indispensable. On voit également les bonnes pratiques pour créer votre pied de page. Là, je vous ai juste montré comment le faire avec Elementor, mais je ne vous ai pas dit ce que vous devez mettre comme information dedans, qu'est-ce qui est important. On voit également comment créer et gérer un blog, toutes les bonnes pratiques autour du blog WordPress, comment donner envie à vos visiteurs de lire vos articles, quelles sont les deux utilités d'un blog. On voit également comment créer un site qui s'adapte parfaitement au smartphone. Ça, c'est indispensable de nos jours puisque environ 80% des visiteurs proviennent de smartphones. Donc, votre site doit parfaitement s'adapter. Et donc ça, c'est possible avec OceanWP et Elementor de créer des designs qui vont s'adapter au smartphone. C'est ce qu'on appelle le responsive design. Et on va voir comment créer une barre latérale. Nous, dans cette vidéo, on a vu juste comment la désactiver. Mais là, on va voir comment la mettre en place, comment modifier cette colonne latérale, intégrer par exemple des designs créés avec Elementor. Et on verra surtout les bonnes pratiques à respecter avec la barre latérale. Ici, on arrive sur les bases du référencement naturel. Donc, comment faire pour que Google découvre votre site et l'index, c'est-à-dire qu'il soit présent dans les résultats de recherche de Google. Donc, je vous présente beaucoup plus en profondeur Yoast SEO. On voit également comment
installer un outil pour suivre vos visiteurs et comment envoyer vos URL de votre site à Google. Ensuite, performance, sécurité et conformité légale. Donc comment sécuriser votre site, on ne l'a pas abordé dans cette vidéo, pourtant c'est très important puisque WordPress est le logiciel le plus utilisé pour créer des sites et donc il y a beaucoup de tentatives de piratage. On voit comment configurer le système de cache, donc là ça on l'a fait dans cette formation, mais là on va voir comment tester la vitesse de chargement et surtout je vous explique ce qui a vraiment un impact sur le temps de chargement de vos pages et comment vous pouvez le régler. On a déjà vu comment mettre en place la sauvegarde automatique et dans cette formation je vous montre également comment restaurer votre site même si vous n'avez plus du tout accès à l'administration WordPress. Donc ça peut être très utile et vous sauver dans certains cas. Si vous avez vraiment perdu votre site, que vous avez une grosse erreur, que plus rien n'est accessible, et bien là, en quelques clics, vous allez pouvoir retrouver votre site sans passer par l'administration de WordPress. Ensuite, le pack RGPD, donc mention légale et politique de confidentialité, ça c'est obligatoire. Et comment afficher une barre de notification des cookies, c'est également obligatoire pour être en conformité légale. Et dans le module 6, on aborde des notions un peu plus avancées. Donc comment modifier le code de votre thème et je vous donne quelques bouts de code avec des fonctionnalités à copier-coller. Comment traduire ou modifier n'importe quel texte sur votre site. Par exemple, si je suis sur un article de blog, donc je vais m'y rendre tout de suite pour vous montrer, et que je veux modifier le bouton, là au lieu de marquer publier le commentaire, je veux marquer donner mon avis, eh bien c'est possible et je vous montre comment faire dans la formation très facilement. On va voir comment intégrer des designs créés avec Elementor n'importe où sur votre site. Vous pourrez vraiment l'intégrer en dessous de votre en-tête, au-dessus de votre en-tête, dans la section blog, vraiment là où vous le souhaitez. On voit des options également avancées pour le menu, donc créer un bouton dans le menu, un méga menu ou ajouter une icône, et ensuite toutes sortes d'autres options avancées pour votre site. Donc voilà, c'est une formation beaucoup plus complète que cette vidéo, on va vraiment en profondeur, et si vous voulez vraiment maîtriser WordPress, eh bien je vous conseille de suivre cette formation de 5 heures. Et dans cette formation, j'utilise uniquement des thèmes et des plugins gratuits, donc c'est le seul investissement à faire. Parce qu'il y a d'autres formations où on vous donne plein de fonctionnalités et on vous dit comment faire plein de belles choses. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut payer des plugins. Et donc, quand on débute et qu'on n'a pas forcément de budget, on est vite limité. Là, j'ai fait exprès de sélectionner uniquement des plugins et des thèmes gratuits. Comme ça, toutes les options que je vous montre, eh bien, vous pouvez les mettre en place facilement, rapidement et gratuitement. Donc, vous avez le lien en description si ça vous intéresse et on se retrouve dans la formation. Pour ceux qui sont encore là, eh bien, si vous n'êtes pas intéressé par la formation, je vous invite tout de même à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous ne louperez aucun tuto et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.